Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne du Studio 4D2. On a le plaisir de vous accueillir pour une nouvelle vidéo. Et cette fois, nous avons l'honneur d'accueillir Jérôme Isnard qui nous fait le plaisir de venir discuter un moment avec nous pour nous parler à la fois de sa maison d'édition, donc Aether Labs, et le jeu qui va sortir produit par cette maison, à savoir Pénombre. Donc tout Bonjour, d'abord, Jérôme, bienvenue chez nous. merci et merci pour votre accueil. Mais avec plaisir, c'est un privilège pour nous de t'avoir chez nous. Donc, comme je disais, tu viens nous présenter Pénombre, Oui, discuter un petit peu, profiter d'avoir quelques vidéos qui sortiront sur notre chaîne avec les règles, l'univers et un actual play pour illustrer tout ça. Et donc, Pénombre, c'est quelque chose dont on va parler, mais avant de parler purement du jeu, de la maison d'édition, je pense qu'il serait intéressant de savoir qui tu es, et quel est ton parcours dans le jeu de rôle, quelle est ton histoire, puisque tous les rôlistes en ont une. ah oui, 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 ça je pense qu'effectivement il y a différents profils. Moi, ben, je suis un rôliste un peu tardif, on va dire, puisque j'ai découvert le jeu de rôle en quittant la maison aux alentours de 18-20 ans. Lorsque je suis parti en études supérieures, j'ai eu la chance d'être initié par de très bons meneurs à Toulouse lorsque j'étais à l'école vétérinaire, puisque je suis vétérinaire, voilà. C'est mon vrai métier, le côté jeu de rôle, même si je suis maintenant dans le milieu du jeu de rôle professionnel, ça reste avant tout une passion, Mhm. c'est pas mon gagne-pain. Donc voilà, donc j'ai découvert le jeu de rôle vers 18-20 ans, au départ avec Donjons et Dragons, un petit peu de Warhammer, et puis très rapidement Agon, voilà. Et c'est vraiment la révélation à ce niveau-là, puisque ben, on est tombé complètement fou de cet univers. Avec mon maître de jeu de l'époque, Taban, on a fondé le Souffre-Jour, qui était le fanzine officiel du jeu, ce qui nous a du coup assez rapidement propulsé dans le milieu, on va dire, du jeu de rôle amateur ou indépendant au travers de ce fanzine. Et puis bah, au fil des années, l'envie est venue d'essayer d'aller un petit peu plus loin, de faire un petit peu plus. Donc on s'est retrouvé toujours avec Mathieu Gabory à faire un premier pas dans l'édition professionnelle au début des années 2010 avec les Chroniques des Féales pour Sans Détour. Mhm. Et suite à ça, ben, ça m'a beaucoup plu, donc j'ai essayé de continuer gentiment. Voilà, l'écriture me plaît, la traduction me plaît, la relation éditoriale est assez instructive sur plein de points. Donc ben, j'ai enchaîné, sans détour, on a fait les Chroniques des Féales, puis j'ai participé. Là, j'étais pas chef de projet au niveau des Lames du Cardinal avec Philippe Auribeau, Camille Guiroux, Maillard et Samuel. Après ça, je suis parti vers d'autres horizons. Moi, je venais de l'indépendance et de l'amateur. Et ce côté lien à l'indépendance m'a toujours bien plu. Donc j'ai un peu travaillé avec la boîte à eux, pour lequel on a sorti Blistage. J'ai fait des traductions sur la gamme Cold City, voilà. Puis un tout petit détour par le septième cercle. Et après, on s'est retrouvé avec Leto, les éditions du Troisième Œil, avec qui j'avais certains atomes crochus en termes de gamme, en termes d'audace, de choix de gamme. Donc j'ai essayé de m'investir plus avant là-dedans, où là je suis passé, on va dire, quasiment au niveau de l'éditeur, même si je n'étais qu'assistant, appelons ça comme on veut, voilà, le statut a jamais été très très bien défini. Euh, et puis, bah, lorsque j'ai été chez Leto, je me suis dit, Leto, c'est super cool. Soit je me donne à fond dedans, soit bah, ça ne marche pas comme je le veux ou comme Laurent le veut, et je retombe dans l'anonymat où je redeviens le petit indépendant que j'étais au tout départ. Et comme entre-temps le projet Pénombre est arrivé, il s'est avéré que bah, lorsque Leto m'a annoncé qu'il ne pourrait pas le porter, je voulais absolument pas laisser tomber cette histoire-là. Donc on a choisi de monter notre propre maison d'édition, qui en fait administrativement existait déjà pour la gestion des droits des projets précédents, et qui simplement a pris une casquette de plus, à savoir être capable de publier ses propres livres. Ouais, effectivement. Et puis, ben, tu l'as mentionné, je pense qu'il y a pas mal de ton parcours, de ton destin qui est lié à Agon, qui est lié à l'œuvre de Mathieu Gabory. Je disais que c'est un privilège pour nous de t'avoir chez nous, de parler de Pénombre, parce qu'on est un certain nombre au studio
à être aussi des fans hardcore de Dagon et de l'œuvre de Gabori. Donc c'est vraiment ouais, la cerise sur le gâteau. C'est vraiment un grand plaisir pouvoir se replonger dans ce monde-là. Bah, Mais on va y revenir. moi, ça me fait plaisir de le partager avec vous. En tout cas, c'est vraiment l'objectif. Et donc tu mentionnais que l'achèvement de tout ton parcours, c'est la fondation d'Ether Labs. Oui, Donc une toute jeune maison d'édition qui a encore rien dans ses bagages, c'est mais qui ça. vient avec pénombre. Et justement, Ether Labs, d'où ça vient? Je crois que c'est un peu une transformation du souffre-jour d'une certaine manière, mais plus en détail. Alors, c'est pas une transformation du Souffre-Jour du tout, parce que c'est une autre association. Ok, Le Souffre-Jour, vraiment, lui, reste focalisé, donc j'en suis toujours trésorier hein, d'accord. du Souffre-Jour, mais c'est une association qui reste totalement focalisée sur la pérennisation de l'œuvre qui a été commencée avec Agon, vraiment ce côté fanzine pour Agon JDR, publié par Multisim. À côté de ça, en 2010, on a dû créer une autre association qui s'appelle Sombre Sente, en hommage à un élément des Chroniques des Féales, Mhm. qui avait pour objectif initialement de gérer les droits collectifs des Chroniques des Féales, parce que Sans Détour à l'époque n'avait pas souhaité faire un contrat par auteur, il voulait faire un contrat global et verser des royalties globales, à charge pour nous de nous répartir ces royalties entre différents intervenants. Donc on a monté cette structure administrative qui du coup est enregistrée à l'URSSAF, etc., qui peut faire les précomptes et les déclarations et les versements aux auteurs, au prorata des signes qui ont été rendus et des droits acquis. Donc ça existe depuis 2010, ça s'appelle l'association Sombre Centre, ça a servi de cadre administratif à plusieurs auteurs, hein. Il y a moi, mais il n'y a pas que moi. Il y a l'équipe des Féales, il y a l'équipe des Lames du Cardinal, il y a une paire d'auteurs ou de traducteurs qui, étant, on va dire, un peu en dilettante, avaient besoin d'un cadre administratif, pareil, parce que l'éditeur avec lequel ils étaient en combine voulait absolument avoir un cadre administratif pour son contrat. Mhm. Donc voilà, cette association sert d'intermédiaire administratif entre les auteurs et les maisons d'édition. Donc ça a duré ça jusqu'en 2023. En 2023, on a eu cette volonté de mutation pour continuer ce qu'on fait en termes de gestion des droits, mais aussi pouvoir publier nous-mêmes. Donc on n'a pas voulu juste dire association Sombre Centre édition, voilà, c'était long, c'était pas forcément très pertinent. Le nom Sombre Centre était très connoté Oui. féal et on voulait faire quelque chose de plus ouvert. Donc on a réfléchi à un label éditorial, donc du coup Ether Labs c'est le label éditorial soutenu administrativement par le cadre de l'association Sombre Centre. Et ce cadre éditorial, ben, il a fallu lui trouver un nom, donc on aimait bien le côté laboratoire, à la fois, hein, toujours la cohérence générale pour mon côté vétérinaire, mais aussi pour le côté expérience, quoi, vraiment le côté laboratoire où on ne se pose pas de limites, où on va essayer de chercher les choses, d'aller plus loin, voilà, d'être un peu dans la création vraiment sans limite. Et le côté éther, au-delà de l'éther éthylique du milieu vétérinaire et du milieu médical, c'est toujours pareil, on retrouve des choses. Il y avait tout un tas de raisons pour le choix de l'éther. Déjà le AE entremêlé qui casse les pieds à tout le monde pour l'adresse internet, mais c'est pas grave parce qu'on a pris des noms de domaine parallèles. Moi je trouve que c'est assez élégant. L'éther faisait partie intégrante du premier système qu'on a développé en interne dans l'association. Il y avait une histoire, en gros, c'est une espèce d'isekai. Donc l'isekai, pour ceux qui connaissent pas, hein, c'est ces mondes manga dans lesquels on passe d'un univers à un autre. Voilà, donc il y avait une volonté d'émuler ça au travers du système, et du coup la barrière qui se situait entre les deux mondes et qui empêchait le commun des mortels de passer comme ça sans faire exprès. Donc pour les références, On appelait ça l'éther. des références comme des choses comme Shiro, ou bien Your Name, pour les Voilà, plus par connus. exemple. Alors Your Name, je suis pas sûr qu'on soit vraiment dans l'isekai avec Your Name parce que bah, c'est plutôt une question de voyage dans le temps. C'est vrai. Mais par contre, dans plein de trucs des années 90, El Hazard, machin. Alors, l'isekai aujourd'hui a pas mal évolué. On va faire une petite digression. L'isekai a pas mal évolué parce qu'en fait, dans les années 80-90, l'isekai c'était t'étais projeté dans un monde médiéval fantastique, en Oui. gros, hein, voilà, par un vortex, un truc bizarre, magique, voilà, et tu te retrouvais façon Escaflowne, par exemple, où tu te retrouvais sur la lune des illusions. Lorsque le jeu vidéo en ligne a émergé au début des années 2000, hein, les mangas se sont adaptés. Et donc aujourd'hui, dans la catégorie Isekai, tu vas essentiellement retrouver des trucs où tu t'es projeté dans un jeu vidéo. Oui. Voilà, donc Sword Art Online, hein, parmi les plus connus, etc. Voilà. Bon, bref. Donc nous, on avait essayé de faire une espèce de système générique qui émulait le genre Isekai.
entre autres choses. Et du coup, on avait fixé de manière générale dans tous nos univers isekai que la barrière qui séparait les deux mondes s'appelait l'éther. Ouais. Voilà. Et du coup, ben, on a trouvé que ce nom était cool, ça sonnait bien. Donc, les laboratoires de l'éther, ça marche en français, ça marche en anglais. Et voilà, ça nous a bien plu. Donc voilà, ça vous... comment dire, ça n'a pas vraiment de référence avec l'Armonde et l'œuvre de Gabory, ce qui fait que votre maison d'édition a ambition d'éditer, de proposer d'autres choses après Pénombre. Si je comprends bien. Complètement. Mais en fait, Pénombre était même pas Hum. du coup notre premier projet, puisque je te dis, le Ouais, premier bien sûr. développement en interne de l'association, c'était un système de jeu qui, du coup, voulait émuler entre autres l'isekai qui s'appelait Eidolon, Mhm. qui s'appelle toujours Eidolon, qu'on a monté au départ avec un ami, Jérôme Rutili, qui travaille pour le GROG, avec qui on s'est beaucoup retrouvé sur ce système de jeu. Et en fait, Pénombre a un système qui est partiellement dérivé d'Eidolon. Oui, SR Labs a un nom plus générique. On voulait pas Asso Sombre Sante parce que très très lié féal. Ouais. On voulait pas s'appeler Armand Édition parce que potentiellement on peut avoir envie de faire d'autres choses. Par contre, ce qui est sûr, c'est que voilà, c'est une maison d'édition associative dans laquelle on veut faire des choses qui vraiment nous tiennent à cœur. C'est le cas de Pénombre, c'est le cas d'une paire de jeux en traduction ou en création qui sont actuellement à l'étude. Mais dans tous les cas, c'est au rythme de gens qui n'ont pas besoin de ça pour vivre, qui font ça pour leur plaisir vraiment, et avec des jeux qu'on a vraiment envie de porter, de jouer, qui sont un peu des bébés à chaque fois, des coups de cœur, quoi. Voilà. Mhm. Et donc justement, tu es aujourd'hui chez nous un peu en fer de lance, en représentant de Ether Labs, Oui. mais il y a donc d'autres personnes qui collaborent avec toi au sein de ce Oui, studio. alors on est un bureau, hein, Mhm. on a un trésorier, on a une secrétaire. En l'occurrence, c'est l'inverse. On a une trésorière, on a un secrétaire. Je me mélange toujours les pinceaux. Donc c'est ma femme qui est trésorière et qui est aussi un petit peu autrice à temps perdu, notamment collaboré sur Aventure Gothique pour Against the Dark Master. Et on a du coup mon secrétaire qui est Jérôme Jost, Mhm. qui est assez peu connu. Il est très connu mais pas connu. C'est-à-dire qu'il a jamais rien publié de professionnel à part effectivement il a collaboré aussi sur Against the Dark Master. Mhm. Par contre il est connu comme le loup blanc. Chaque fois que j'ai besoin de quelqu'un, il me dit mais moi je connais quelqu'un, etc., etc. Donc c'est une personne qui est très très efficace. C'est le meilleur des secrétaires. Voilà, exactement. Ah ouais, exactement. D'accord. Et donc, du coup, on parle de Pénombre. Oui. On va justement se concentrer sur ce jeu, puisque c'est de ça qu'on va parler principalement aujourd'hui. Alors, Pénombre, qu'est-ce que c'est? Alors, Pénombre, c'est la nouvelle adaptation ludique de l'univers de Mathieu Gabory, à savoir les Royaumes crépusculaires. Donc, l'Armonde, comme on le connaît beaucoup. Donc, initialement, donc cet univers, il a été développé dans une série de romans, qu'on peut voir là d'ailleurs, voilà. Qui a commencé en 1995 avec le tout premier roman qui s'appelait Souffre-jour et qui s'est terminé en 2022. J'ai pas d'infos exclues pour savoir s'il y a d'autres choses dans les tuyaux, mais voilà, officiellement pour l'instant ça s'est terminé en 2022 avec Flamboyance qui est le dernier des romans parus dans cet univers. Il y a eu du coup 3 romans dans la saga de Agon de Rocheronde, Souffre-jour, Les Danseurs de l'Orgol et Agon. Il y a eu une nouvelle directement associée à cette trilogie qui était Songe Ophidien. Et il y a eu une trilogie, une bilogie qui est devenue une trilogie autour de la cité d'Abîme et du destin de Maspalio, qui s'appelait Aux ombres d'Abîme. Le tome intermédiaire qui est apparu après qui s'appelle Renaissance. Et le troisième qui s'appelle La romance du démiurge. Donc ça c'est le pack de base. Après il y a eu une grande pause. Et puis en 2018 et 2022, Mathieu a voulu revenir dans cet univers en sortant 2 nouveaux livres sur les aventures de Maspalio qui s'appellent Les Nouveaux Mystères d'Abîme et Flamboyance, donc le dernier en date. Donc on a déjà un matériau qui est très riche pour pouvoir faire une adaptation en jeu de rôle. Exactement, voilà, exactement. C'est ce qui nous a beaucoup plu, c'est que comme on le disait, moi j'étais fan d'Agon. Agon, c'est un jeu qu'on ne pouvait pas ressortir pour différentes raisons de droit, etc., etc. Et à un moment donné, à force d'essais et échecs, voilà, c'est le laboratoire encore une fois, tu vois, on travaille par essai et erreur, voilà. Oui. À force d'essais et erreurs, on a un peu recentré la méthodologie en se disant mais qu'est-ce qu'on veut vraiment? Est-ce qu'on veut ressortir Agon? Est-ce qu'on veut faire une nouvelle édition d'Agon JDR? Ou est-ce que finalement ce qu'on veut c'est retourner dans ses romans, c'est revivre des aventures
aux côtés des fées noires, aux côtés de toutes ces créatures fantastiques et de toutes ces magies merveilleuses qui nous ont fait rêver quand on jouait à Gone ou quand on lisait les romans. Mhm. Et finalement, la réponse a été assez unanime de dire, ben, nous, ce qu'on veut, c'est revenir dans cet univers, que ce soit au travers d'Agon ou que ce soit au travers d'un autre portage, d'une autre adaptation. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On s'est posé la question sur la faisabilité, on va dire, d'un point de vue déjà philosophique. Et puis, on s'est dit qu'a priori, il y avait eu JRTM, il y avait eu l'Anneau Unique, il y avait eu le Seigneur des Anneaux, qui étaient tous basés sur le même roman et qu'il n'y avait pas de raison qu'on puisse pas faire pareil. On en a parlé du coup aux ayants droit et ben, ça a bien matché, ils ont trouvé l'idée formidable, ça permettait d'avoir aussi un point de vue un petit peu différent puisque la précédente adaptation avait un parti pris très particulier qui s'éloignait d'ailleurs un petit peu des romans. Bien Donc sûr. l'idée c'était à la fois de se rapprocher des romans et du coup de porter un nouveau regard sur cet univers qui reste le même et le résultat est pour l'instant assez réjouissant. Ouais, effectivement, puis bah, ça fait 50 ans qu'on raconte des histoires dans les royaumes oubliés, je crois qu'on Par peut exemple. raconter encore d'autres choses dans l'art monde. Euh, Avant, on va faire une vidéo vraiment dédiée à l'univers, donc on va approfondir les choses. Mais je pense que vraiment, peut-être pour s'imaginer qu'est-ce que c'est Pénon, qu'est-ce que c'est l'univers, justement, l'art monde, c'est quoi le ton du jeu, de l'univers, à quoi ça pourrait ressembler si on essaie de s'imaginer. Alors, on va commencer par l'univers. Mhm. L'univers est assez dense et très intéressant parce que décalé tout en étant du médiéval fantastique. À l'époque, il a été salué lorsque les premiers romans sont sortis. On parlait du renouveau, de la French touch, de la fantaisie française. Voilà, c'était un peu l'un des premiers romans où on sortait de la fantaisie à papa traduite des romans anglo-saxons. Et Mathieu, à ce niveau-là, a été un jeune auteur extrêmement talentueux et avec beaucoup de renouveau là-dedans. Donc, C'est vrai que depuis, qu'avec des choses comme ben, toute son œuvre des Royaumes crépusculaires, mais aussi Écrime et d'autres univers, je pense que des connaisseurs francophones, Gabory, c'est un peu le créateur d'univers un peu ouais, étrange et avec cette touche très très française. c'est ça, il y a eu un petit côté pionnier et décalé avec voilà cette sensibilité française, voilà, derrière laquelle on met différentes choses, hein, mais Bien voilà sûr. de la poésie, de l'onirisme, du rêve, voilà. Donc cet univers, c'est un univers médiéval fantastique, mais à assez forte tendance Renaissance quand même. Voilà, avec on est sur la fin du Gothique, le début de la Renaissance, de l'importation de la Renaissance en France. Donc on va dire on est sur du 15e siècle, éventuellement 16e siècle, si on doit comparer à nos périodes historiques connues. Donc avec quelque chose de très gothique, de très baroque, avec des réminiscences d'antiquité qui ressurgissent aussi, et avec surtout, en lien avec cette idée de Renaissance, une importance prise par les arts qui est énorme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'école de magie où on va t'apprendre dans des livres à lancer des boules de feu. L'un des trucs qui a fait la grande force de cet univers-là, pour moi, les deux grandes forces, c'est les peuples qui ont été développés et les magies qui ont été développées. Et notamment au niveau des magies, donc on est autour des arts et entièrement autour des arts. Si tu veux rentrer dans l'esprit des gens, il faut que tu utilises la musique, il va falloir que tu sortes ton instrument et que tu ailles visiter le palais mental de la personne, vraiment physiquement. Si tu veux conjurer un démon, bah, c'est pas du ya ya, voilà. Il faut que tu dessines une ombre qui du coup, avec une encre particulière, va se transformer en portail et va laisser émerger le démon, etc. Tu as une petite créature, on parlait des peuples, qui s'appelle le danseur. Le danseur, ben c'est ça, voilà. Voilà. Mhm. C'est une petite créature d'une vingtaine de centimètres qui est quelque part entre la nacre et le bleu ciel, qui est potentiellement immatériel, invisible aux yeux des gens qui n'ont pas l'initiation nécessaire pour les repérer. Et ces danseurs, en fait, ils sont là, ils vivent dans la nature, et ils sont très cool, ils sont sauvages, mais des gens les asservissent et en les asservissant, tu vas pouvoir soit les cajoler pour faire de la magie blanche, soit les torturer pour faire de la magie noire. Et c'est la danse de ces créatures qui va produire des étincelles magiques et générer des effets. Et tout ça mis bout à bout, tu rajoutes à ça des peuples comme les fées noires, qui sont des espèces de vieilles femmes avec des ailes en mue de serpent ou en chauve-souris, qui sont capables d'accoucher la matière. Tu rajoutes à ça des lutins et des farfadets qui sont à la fois malicieux, très politiques parce que c'est rat des villes et rat des champs, qui ont un lien soit avec leur cité, soit avec leur arbre. Tout ça mis bout à bout, ça fait un univers qui est riche et poétique
Mhm. et qui te permet de jouer des choses qu'on ne peut pas jouer ailleurs. Voilà. Effectivement, on a quelque chose de très artistique, de très évocateur. Mais concrètement, on y joue quoi? On joue des artistes, on joue... Alors oui, tu vas beaucoup jouer des magiciens parce que c'est l'un des intérêts majeurs du système, de l'univers. Donc forcément, tu vas du coup te retrouver à jouer des artistes, mais pas que. Dans cet univers, on peut jouer énormément de choses. Nous, dans Pénombre, on a choisi un angle d'attaque un petit peu particulier qui voulait revenir un petit peu vers ce que proposaient les romans, c'est-à-dire des gens qui, jeunes ou moins jeunes, puisque tu as l'exemple d'Agon de Rocheronde, qui est le héros de la première trilogie, qui a 20 ans, qui en gros a un passif un petit peu compliqué, mais qui a encore toute sa vie devant lui. Et à côté de ça, tu as le héros de la trilogie abîmoise, qui est Maspalio, qui est vraiment un sexagénaire, qui a été prince voleur, qui a une aura, sa vie est derrière lui, entre guillemets, et il va démarrer une nouvelle aventure au travers de sa trilogie. Alors qu'il se croyait à la retraite. Voilà. Mhm. Donc on a voulu avoir tous ces types de héros-là qui se mélangent. Donc tu peux être un jeune sorti de nulle part, comme tu peux être un vieux briscard qui a déjà tout vu de l'Armonde. Et le truc qui vous unit, c'est que, comme dans les romans, vous allez devenir des éminences grises. Ces éminences grises, qu'est-ce que c'est? C'est des espions, des agents secrets, des infiltrés, des gens qui vont s'immiscer dans la vie des royaumes, dans la vie des puissants, dans la vie des sociétés, pour pousser le monde dans un sens qui lui convient, qui leur convient, et qui est en accord avec la doctrine du souffre-jour, le souffre-jour étant une espèce de collège mystique dans lequel ils ont été formés et dont ils dépendent. Voilà. D'accord. Et donc voilà, on joue un peu un mix un peu d'artistes, d'agents secrets. Exactement. Euh, Tu peux être un baron troubadour, tu peux être un principal d'académie, tu peux être un jeune sorti des bas quartiers mais qui a les dents qui rayent le parquet, tu peux être un artiste maudit qui a choisi de s'entourer de démons parce que c'est comme ça qu'il trouve l'inspiration, etc., etc. Et donc concrètement, quand le maître ou la maîtresse du jeu s'installe autour de la table avec les joueuses et les joueurs, qu'est-ce qu'on joue? C'est un jeu à campagne? C'est un jeu un peu à burst ou à apéro, comme on dit? Alors, à burst et apéro, pas forcément, parce que ben, la richesse du monde est telle que ça va se développer. Plus tu vas y jouer, plus tu vas voir les coulisses et les ressorts de l'univers, et plus ça va être cool. Maintenant, tu peux faire une partie one-shot, il n'y a pas de souci. Nous, on fait pour les playtests des Bien parties sûr. one-shot qui te permettent de déjà montrer une belle part de ce qu'est l'univers en convention, par exemple. Tu peux, à mon avis, par contre, le truc prend toute son ampleur vraiment en campagne. Mais la base, on a voulu une porte d'entrée assez simple. Donc la base, c'est la mission. C'est-à-dire que tu es un agent du souffre-jour, que tu sois baron, que tu sois artiste ultra connu, que tu sois un jeune infiltré dans la guilde des voleurs. À un moment donné, tu reçois ta mission. Enfin, le groupe reçoit sa mission, puisqu'on joue en groupe. Il y a une vraie cohésion collégiale, c'est le cas de le dire, parce que tu dépends du collège du Mhm. souffre-jour, donc il y a une cohésion collégiale. Et ce groupe, ben, au début de chaque aventure, le pitch de base, c'est en gros un psycholune, donc l'un des membres du conseil d'administration du collège, l'un de ceux qui savent vers quoi on veut pousser le monde, va vous choper et va dire voilà, bah, il y a un problème, il faut que vous alliez voir à tel endroit parce que on suspecte ceci, on suspecte cela, et il faut que vous alliez enquêter, intervenir, résoudre le souci. Sachant que la doctrine du souffre-jour, on va faire un petit détour et on va essayer d'en garder pour la partie univers, proposition ludique, Alors, tout je crois ça. qu'il y en a sous le capot pour ça. Bon, peut-être. La doctrine du souffre-jour, c'est que Agon de Rocheronde, le héros de la première trilogie, lorsqu'il est devenu le principal du souffre-jour, a vu sa conscience se fragmenter et a compris que l'Armonde était composé de plusieurs composantes. Ces composantes, elles sont musicales. On revient toujours sur l'art, etc. Mhm. C'est-à-dire que l'Armonde, à l'origine, lorsqu'il a été créé, c'est un peu la théorie de la musique des sphères. C'est une mélodie parfaite. Et cette mélodie, nous, les mortels, au quotidien, on l'abîme. On fait n'importe quoi, évidemment, ça chacun le sait, hein, qu'on fait n'importe quoi. Voilà, donc on l'abîme et on l'empêche de revenir à son état parfait d'origine. Donc l'objectif du souffre-jour, c'est identifier ce qu'ils appellent les dissonances, tous ces gens, toutes ces factions qui vont créer des interférences à l'intérieur de la musique,
et essayer de les corriger. Alors les corriger, ça veut pas dire les faire disparaître, parce que l'une des qualités de la perfection, c'est qu'elle est totale. Donc se dire, ben, comme dans Donjons et Dragons, je vais aller tuer le gobelin, ça a potentiellement dans Pénombre très peu de sens, parce que ben, ça veut dire que tu fais à jamais disparaître l'harmonique, la note qui correspond à cette personne. Donc c'est vraiment la solution de dernière extrémité. Mais l'objectif, c'est d'aller trouver des solutions, de dire, bah là tu déconnes, tu fous le bordel, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux, voilà. Et ça permet d'avoir des scénarios qui sont assez subtiles, ou en tout cas des mises en place de solutions assez subtiles, très ouvertes, parce que bah, tout est possible. Ouais. Ça peut aller effectivement de l'extermination pure et simple, qui en soi ne sera pas validée par le souffre-jour, parce que bah, tu as un peu détruit une partie de la musique, quoi, hein, voilà. Jusqu'à ce que, jusqu'à d'autres choses. Par exemple, j'ai mon harmonique de nature qui déconne. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut que je fasse venir des démons pour que ça vienne compenser? Qu'il faut qu'une colonie de démons s'installe à côté? Est-ce qu'il faut délocaliser le truc? Est-ce qu'il faut faire venir la personne sous les branches du souffre-jour pour que sa dissonance soit assourdie? Voilà. C'est une base simple où vous avez une mission et une solution compliquée potentiellement, ou en tout cas très variable, très ouverte sur le comment on va faire pour résoudre la chose du mieux possible et que l'harmon en ressorte grandi. Voilà. Oui, effectivement. Puis sur la base simple d'avoir une mission, libre après de rajouter une trame de fond pour faire une campagne, libre aussi peut-être de faire on appelle ça le Marche de l'Ouest, du West March, avec plein de joueurs qui sont autant d'agents, qui s'assemblent de mission en mission en groupe. Donc effectivement, il y a, je pense, beaucoup de Ouais, possibilités de jeu. gros potentiel. Et puis, comme je te le disais, sur la base d'un jeu à mission, tu as malgré tout cette espèce de vision globale du comment on va tirer l'harmonie vers le haut. Et chaque fois que tu vas modifier une harmonique, tu vas dire, bah ouais, alors j'ai modifié ça là, mais du coup, ça a déséquilibré ailleurs. Hein, ouais, bah là, j'ai fait ça, et du coup, ça a fait ça. Et soit tu restes sur ta mission de base, bah, je suis content, mon problème A est résolu. Soit tu vois après le tableau plus global, où tu te dis, bah ouais, mais j'ai résolu mon problème là, mais ça résout pas l'ensemble de ma mélodie. Tout à fait. C'est pas parce que j'ai modifié ma note que ma chanson est terminée. Et justement, en parlant d'harmonie, au risque de casser cette harmonie que même le souffre-jour ne pourra pas atténuer, pourquoi est-ce que c'est pas Agon deuxième édition? Alors, c'est pas Agon deuxième édition, parce que déjà les fans d'Agon le savent, il y a des problèmes de droit. Agon a disparu en même temps que sa maison d'édition Multisim en 2003-2004, si ma mémoire est bonne. Et suite à ça, voilà, ça a été très très compliqué. Il y a eu différentes tentatives qui ont été faites par nous, par le Souffre-Jour, qui était le fanzine officiel et qui s'est dit pourquoi pas essayer de reprendre le flambeau. Ça a été un échec assez cuisant. Par d'autres équipes diverses et variées, dans lesquelles on était partie prenante ou pas. Il y a eu des tentatives de différents autres éditeurs, y compris professionnels. À l'époque, Sans Détour, on avait parlé après les féales d'essayer par l'intermédiaire de Sans Détour de reprendre aussi, ça n'a pas marché non plus. Bon, il y a tout ça, ça n'a pas, c'est une première partie du problème. Agon est coincé. Voilà, Agon JDR est coincé. À ma connaissance, il aura énormément de mal à se débloquer, même si on attend encore 20 ans de plus. La deuxième chose, c'est que, comme on le disait, face à ce constat de blocage, ce qu'on voulait vraiment, nous, c'était retrouver l'Armonde, le remettre à nos tables de jeu, pouvoir jouer avec nos enfants sans dire on ressort un système qui date des années 90, avoir une version actualisée de tout ça, et au passage, actualiser, ça veut aussi dire prendre en compte les derniers romans. Agon, la gamme s'est arrêtée en 2003-2004. Agon JDR, les romans, comme on le disait, il y en a qui sont sortis jusqu'en 2022. Donc Mathieu, il a rajouté des choses, il a inventé, voilà, il a sorti aux éditions Mnemos des ajouts considérables à son univers au travers des romans. Il a aussi, lui, il a évolué, il a des perspectives sur son univers qui ont changé. Et Agon lui-même, le Agon JDR, prenait un parti pris assez fort, celui des inspirés, celui du masque, qui n'était pas défini dans les romans, qui était vraiment un ajout au moment de la création du jeu de rôle. Ouais, j'allais y venir. Les inspirés, maintenant, c'est quelque chose qui n'est plus du tout la focale de Pénombre. Et donc, ça offre vraiment un nouvel angle de vue sur l'Armonde et sur ce qu'on peut y faire. C'est ça, et voilà. Et du coup, nous, notre objectif, voilà, bon, Agon est coincé. Ce qu'on veut vraiment, c'est revenir dans l'Armonde. Comme Agon est coincé, la focale prise par Agon JDR n'est pas possible. Et du coup, quel prisme on va prendre? Et donc, on revient sur notre idée de essayer de coller au plus près des romans. Donc, avoir différents types de héros jeunes ou vieux qui se retrouvent au sein du Collège du Souffre-Jour, comme dans la trilogie d'origine. Et vraiment essayer de repartir de la matière brute et avoir un Armonde finalement qui, à la fois nous réjouit, parce que c'est celui qu'on a connu au travers de nos parties d'Agon et de notre lecture, mais qui nous réjouit encore plus parce que finalement,
il nous est familier et à la fois il nous surprend parce qu'on le redécouvre au travers d'un nouveau trope, quoi. Mhm. Et donc, dans notre discussion, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de mentions de beaucoup de choses liées à l'univers, de name dropping de plein de choses. Ouais. Mais la question, c'est est-ce que c'est un jeu qui s'adresse avant tout aux fans d'Agon, ceux qui connaissent déjà bien les choses, vu que c'est dense, ou non? Ou est-ce que, justement, il y a une volonté d'accessibilité Alors non, il y a une vraie volonté. C'est un challenge un peu particulier parce Mhm. que il faut pas décevoir la communauté historique, Ouais. qui est toujours très vivace Et puis quand c'est fait par des passionnés pour des passionnés, il y a déjà ce... voilà, donc il faut pas tomber dans cet écueil-là. C'est-à-dire Voilà. que oui, moi je peux parler pendant des heures et des heures sur le forum du Souffre-Jour de l'Armande d'Agon. Et comme tu dis, il y a du name dropping machin. Il y a peut-être des gens qui vont rien y comprendre. C'est ça. Euh, J'essaie justement de dédramatiser pour les gens qui connaissent pas, ah, et pas qui partent en fuyant. j'ai été trop loin, c'est ça, j'ai été trop loin. Voilà, exactement. Donc, non, non, pas que tu sois allé trop loin, mais je pense que, voilà, simplifier, et puis on ira dire, voilà, les principes et tout, et venez. Voilà, non, non, mais voilà, l'objectif c'est aussi l'accessibilité parce que bah, être un amateur inconditionnel d'un univers, c'est bien. Être capable de le partager avec des gens qui ne le connaissent pas, c'est encore beaucoup mieux. À la fois parce que bah, ça élargit tes perspectives sociales et ludiques. Et à la fois parce que bah, ça te permet de recruter de futurs nouveaux inconditionnels. C'est- Donc voilà, donc nous l'objectif il est vraiment voilà, à la fois de rendre hommage à toute la complexité, enfin toute la complexité, toute la poésie et la variété de l'art monde, mais aussi le rendre très accessible pour les nouvelles générations, parce que ben, les nouvelles générations aujourd'hui ils vont pas aller sur le marché de la figurine, le Bon Coin ou Vinted pour aller chercher des agones qui sont plus édités depuis 20 ans, ouais. pour se dire je vais découvrir cet univers qui n'existe plus en librairie ou en magasin de jeux de rôle. C'est ça, mais je Euh, pense qu'il faut se rendre compte que pour des francophones, quand on parle de fantasy, Agon et surtout l'œuvre de Gabory, c'est un peu un monument des gens qui ont joué à ça. Et je crois qu'encore maintenant, on peut voir des collections complètes de l'ancienne édition d'Agon, du jeu de rôle premier du nom, on va dire, ouais. original, qui s'arrache à des prix indécents. Et il y a quelque chose d'ancré et d'historique dans l'œuvre de Gabory, dans l'imaginaire des rôlistes francophones. C'est ça, et moi j'avais vraiment envie de faire découvrir ça bah, à mes enfants par exemple. Hein. Moi aujourd'hui j'ai deux grandes filles qui ont 14 et 15 ans, qui ont commencé le jeu de rôle, et je m'étais dit bah, j'ai vraiment envie de partager cet univers avec elles, et j'avais pas forcément envie de leur faire découvrir par l'intermédiaire d'Agon, parce que derrière elles allaient me dire mais du coup on peut se l'approprier machin, et non parce que ça vaut 500 balles sur eBay, Ouais. et que le système a fait son travail à son époque, mais aujourd'hui on a quand même aussi une évolution que ce soit en termes de game design, que ce soit en termes de world building aussi, avec bah, des peuples qui ont un petit peu évolué, même dans l'esprit de Mathieu, Mhm. etc. Et donc je voulais leur faire découvrir une version qui corresponde à leur génération. Ouais, et puis même si les illustrations, la direction artistique du jeu d'origine est très belle, bah, c'était du noir et blanc, ça mérite un nouvel Bon, écran, peut-être. oui, alors bah ça aussi, ça c'est encore un autre débat, c'est que quand on a pensé le projet, vraiment la question s'est posée de la forme aussi, et on voulait à la fois ce petit côté nostalgie, aller rechercher des gens comme Didier Graffet qui a fait les premières couvertures des romans et Oui. qu'on a voulu pour les couvertures des livres, des gens comme Julien Delval qui avait fait beaucoup de gravures pour Agon à l'époque et qui fait un travail formidable et qui a énormément su évoluer dans son art depuis Agon. Aujourd'hui, je pense que à peu près la moitié des gens qui ont touché de près ou de loin aux univers ludiques, que ce soit le jeu de plateau, le jeu de rôle, savent qui est Julien Delval. Mhm. Il est en galerie. Voilà, moi, c'est quelqu'un que je trouve formidable. Nicolas Fructus, avec qui j'adore travailler. Voilà, tout ça, c'est des gens qu'on voulait retrouver sur le projet. Et puis, bah, il y avait des pattes nouvelles, Mode qui a travaillé sur le Souffre-Jour et qui est, on va dire, une fidèle Bien de sûr. cet univers depuis 20 ans, qui a aussi apporté sa touche. Et puis des nouveaux illustrateurs. Et au travers de tout ça, l'objectif, c'était vraiment de se dire, on a attendu 20 ans. On s'est potentiellement, pour certains, battu pendant 20 ans pour essayer de retrouver l'Armande à table. On veut pas sortir Charlie Hebdo. J'ai rien contre Charlie Hebdo. Non, mais... J'ai rien contre Charlie Hebdo. Mhm. C'est une très très bonne publication. J'ai rien dit, Charlie. Voilà. Mais on voulait un écrin le plus parfait possible, le plus en adéquation avec notre rêve. C'est-à-dire que ben, le sortir sur du papier 75 grammes en noir et blanc, façon indé, Ouais. couverture souple, avec la colle de mauvaise qualité et les pages qui s'envolent. Si on propose ça à des gens qui ont 20 ans de frustration,
Je pense qu'on va se faire recevoir. Donc vraiment, nous, même pour nous-mêmes, comme je le disais avec Esser Labs, l'objectif c'est de faire vraiment des jeux passion, des coups de cœur. Et pour nous, le coup de cœur, ça passe aussi par la qualité artistique de l'objet. On est sur un jeu de rôle qui parle d'art. Il faut qu'il y ait de l'art dedans, quoi. C'est ça, et puis voilà, ben, tu le disais, l'aboutissement de 20 ans de combat pour refaire renaître la chose, et donc ouais, il faut lui donner quelque chose à la juste mesure Ouais, ouais. pour des passionnés et pour passionner des nouvelles personnes. On essaye, On voilà, essaie. que ça attire. Et on en a parlé ben, beaucoup de l'œuvre de Mathieu Gabory. Dans quelle mesure est-ce qu'il est impliqué? Dans quelle mesure aussi si je me trompe pas, il y a sans doute Mnemos qui doit orbiter un peu avec ça, avec les droits des livres. Alors complètement, en fait, hein, Hmm. les deux sont totalement impliqués. Je les remercie d'ailleurs, hein, parce que bah, ils nous ont fait confiance. Mathieu, lui, c'est quelqu'un avec qui j'ai appris à développer des liens très amicaux avec le temps, parce que bah, pareil, au travers du Souffre-Jour, au travers de son site officiel qui était le souffrejour.com, Mhm. .com ou .fr, je me colle le doute, je crois que c'est .com. Donc au travers de son site officiel, on a eu des échanges, on s'est rencontrés en convention. On a fait les faits à l'ensemble. C'est vrai qu'on se retrouve dans nos imaginaires et même humainement, c'est quelqu'un que voilà, moi j'aime beaucoup. Donc Mathieu, ça n'a pas été très difficile de le convaincre. Après, il y avait Mnemos qui a porté son côté plus professionnel. C'est la Mhm. maison d'édition des romans. Évidemment, tu disais, je sais pas dans quelle mesure il gravite totalement. Hein. D'accord. C'est un ayant droit comme un autre. Donc vraiment aujourd'hui, nos deux ayants droit, c'est Mathieu Gabory en tant qu'auteur indépendant et Mnemos en tant que maison d'édition des romans dont nous sommes l'adaptation. Donc notamment au travers de Frédéric Veil, on a des validations à avoir et du soutien à obtenir. Hein. Mhm. Il faut que le développement de Pénombre aille dans le sens d'une cohérence avec les romans, d'une bonne image des romans, voilà. Et tout ça, ça se passe très très bien. On est très content qu'ils nous aient fait confiance. On est très content de leur retour. On a des retours qui sont pour l'instant, en tout cas, tous très positifs sur la façon dont on développe, que ce soit du point de vue des concepts ou du point de vue Ouais. des illustrations. Et Mathieu, lui, au-delà de ce côté validation, il s'est encore un peu plus davantage impliqué puisque on a réussi, c'était pas gagné d'avance, mais à lui faire écrire quelques textes à l'intérieur de Pénombre, notamment au niveau de l'Orgol, puisque pareil, on parlait d'accessibilité dans un univers aussi vaste, Ouais. dont on parlera plus tard, Bien sûr. que les royaumes crépusculaires, il nous fallait une porte d'entrée. En termes de proposition, ça a été l'agent secret, ça a été l'éminence grise du souffre-jour, Mhm. mais aussi en termes de géographie, c'est-à-dire que tu peux pas dire aux gens, bah alors allez-y, lancez une fléchette, il y a 15 royaumes, vous jouez où vous voulez, démerdez-vous de lire 300 pages d'Atlas. Donc on a voulu aussi Ouais. avoir ce qu'on appelle le petit bout de la lorgnette, quoi, hein, voilà, rentrer vraiment par le petit bout de la lorgnette. Et ça se fait par la Cité de l'Orgol, où en gros, comme dans le deuxième roman de la trilogie Dagon de Rocheronde, on va se retrouver vraiment en immersion dans la Cité de l'Orgol, et du coup, on a un développement de setting centré sur la Cité de l'Orgol, et c'est Mathieu qui collabore à l'écriture de l'Orgol. Donc l'Orgol est directement tiré de l'esprit fécond de Mathieu Gabory. Ouais, c'est ça qui est merveilleux. Et l'Orgol, c'est une bonne porte d'entrée, comme tu le disais, dans un monde ben, qui a changé, forcément, vu que c'est Pénombre, c'est plus Agon, mais on sait à quel point il est original et qu'il y a du merveilleux à tous les coins de rue. Et ouais, je pense que c'est la preuve que Mathieu, empassionné de son univers, parce que certains auteurs écrivent des choses et puis après ils passent à autre chose et ils s'intéressent plus vraiment à cette œuvre-là. Là, il continue à écrire des romans, il continue à écrire pour Pénombre. Donc c'est vraiment cette envie de vouloir faire vivre cet univers encore et encore. Ah ouais, c'est un univers dans lequel il se retrouve énormément. Je Mhm. pense que c'est vraiment un univers qui le touche au cœur. Celui pour lequel il a le plus de passion parmi ses différentes œuvres, je le pense. Hein. Peut-être me tromper, il me contredira peut-être si s'il entend ça. Mais Mathieu, si tu nous écoutes, voilà, c'est ça, Mathieu. commente, fais-nous Hésite savoir. pas, j'ai le téléphone en mode avion, mais t'appelles. Du coup, voilà, c'est un univers, je pense, qui est son univers de cœur, celui Mhm. qu'il a préféré développer. Euh, et, euh,
et je sais plus la question. Non, non, mais c'était pour Ah oui, non, rebondir pardon. sur ce que tu disais, mais effectivement, ben, je pense qu'on sent l'amour de Mathieu pour cet Ouais, univers-là. ouais, j'ai retrouvé la suite. Voilà, c'est Ouais. que je pense qu'il est lui-même très fan de son univers et Mhm. aussi dans sa participation à Pénombre, il est très fan de jeux de rôle. Mathieu, Ouais. chaque fois que tu parles de jeux de rôle avec lui, même s'il a fait finalement des incursions assez occasionnelles dans le jeu de rôle en termes de professionnalisme, il a collaboré à Agon, il a un Ouais. tout petit peu collaboré à d'autres gammes multisim, puis après il a été un peu chagriné par certaines choses. Il a traîné aussi sur le jeu vidéo, je crois, il me Après, semble. il a essayé, il traîne toujours dans Il le jeu traîne vidéo, mais toujours, oui. c'est pas forcément connu du grand public. On va dire, il est Ouais. pas en tête d'affiche des jeux vidéo, mais effectivement, il continue à collaborer sur les jeux vidéo de type RPG, etc. Mhm. Et pour lui, en fait, le jeu de rôle papier, chaque fois que t'en parles avec lui, c'est l'œuvre maîtresse, quoi. Ouais. Il y a pas meilleur loisir de l'imaginaire que le jeu de rôle par rapport à la liberté qu'il te Il y permet, a un certain etc., nombre de etc. figures francophones qui clament Ouais, ça, ouais, il semblerait. il fait partie de cela, ouais. Comme quoi, on a le meilleur loisir du monde. Exactement. C'est QFD. Euh, et justement, on parlait d'amour. On est acquis à cette cause. On aime l'univers de l'Armande et Pénombre, mais on est ici pour faire aimer cet univers à d'autres personnes qui ne le connaissent pas. Et la question qui pique un peu, parce qu'on sait très bien, avec les quelques discussions, qu'il y a beaucoup de financement participatif, il y a Ouais. beaucoup de jeux qui sortent. Donc, ben, qu'est-ce qui va distinguer Pénombre du reste des propositions Medfan ou de jeux en général pour dire, ben voilà, préférez Pénombre à tout le reste et aimez-la, enfin aimez ce monde autant que nous l'aimons. Alors, je vais commencer par une citation que je trouve quand même très très drôle et qui a été l'une des réactions d'un joueur playtester. Mhm. Et ça m'a beaucoup fait rire. C'est Pénombre est la meilleure chose qui soit arrivée à Agon. Alors c'est rigolo parce que c'est une phrase qui à la fois va avoir un impact, on va dire, sur l'histoire de la licence, puisque Ouais. bah, Agon est le nom du précédent jeu, et donc quelque part, ça veut dire que Pénombre sublime ce qu'Agon avait fait déjà à l'époque, Ouais, et puis c'est même si ambitieux, c'est à parti pris de déclarer ça. c'est très rigolo, c'est très rigolo de voir une personne qui n'était même pas dans l'équipe déclarer ça. Mhm. Et c'est aussi en fait un double jeu de mots parce que bah, Pénombre dans les romans, c'est l'épée accouchée d'Agon de Rocheronde. Tout à fait. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que sans Pénombre, Agon de Rocheronde n'aurait jamais été le héros qu'il est. Et donc Pénombre est la meilleure chose qui soit arrivée à Agon parce que sans ça, ça serait resté un petit pleurnichard chez Préceptoral. Voilà. C'est une assumption qui est très valide, ouais, Voilà, effectivement. donc cette phrase m'a beaucoup fait rire. Au-delà de ça, pour revenir à ta question, qu'est-ce qui fait qu'on essaye de se distinguer et compagnie? Ben, il y a déjà cet univers qui est finalement très original par rapport à la proposition Medfan de base. Hein. On n'est pas là pour tuer les armées adverses. On n'est pas là pour rencontrer des gobelins et des orques parce qu'il y en a pas. Donc les peuples sont originaux, les magies sont originales. Ce côté vraiment avec une partie, on va dire, qui fait des clins d'œil à l'histoire réelle de notre humanité européenne, avec ce côté Renaissance fantasy qui est finalement assez peu développé aussi dans les univers Medfan classiques. Et puis après, au niveau de notre stratégie, voilà, nous notre objectif, c'est tu parlais par rapport à ce qui nous distingue des autres financements. Ben déjà, c'est qu'on en sera très probablement pas un. J'allais venir dessus sur... Parce que maintenant qu'avec notre discussion, les gens veulent se le procurer, comment est-ce qu'on va procéder? Donc tu m'avais dit une précommande, c'est ça? Voilà, exactement. Alors moi au départ j'étais même potentiellement parti sur l'idée de faire une sortie classique. Mhm. Voilà. Après c'est vrai que en discutant avec Nemos, avec Mathieu, avec d'autres intervenants du monde du jeu de rôle, le côté passage par une plateforme a quand même cet intérêt de visibilité, de pouvoir avoir des gens qui reçoivent la newsletter de la plateforme, qui sont du coup mieux informés. Donc on va probablement faire un système par plateforme, mais de précommande. Cette précommande, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'au-delà du mot, voilà, ça veut dire que nous, notre objectif, c'est pas de vous faire un financement participatif que vous allez recevoir, vous savez pas trop quand après le financement, avec des délais voulus ou pas voulus, des imprimeurs, des ceci, des cela, et avec un jeu qui potentiellement n'est pas totalement fini et qui donc potentiellement ne ressemblera pas exactement à ce pourquoi vous aviez souscrit. Mhm. L'objectif, c'est que vous ayez le maximum d'éléments avant, que vous ayez du kit de démo, que vous ayez de l'actual play, donc on va pouvoir faire prochainement, que vous ayez tout un tas de possibilités de discussion par notre Discord, etc. Et que au moment de la précommande, il y ait deux arguments massus qui s'imposent à vous. Le premier, c'est que quand vous souscrivez à la précommande, vous avez les PDF directement prêts à partir chez l'imprimeur. Alors
Peut-être qu'on mettra, on en parlait un peu en off tout Ouais. à l'heure, peut-être qu'on mettra un petit délai après la précommande pour si les gens veulent faire des retours, coquilles, machin. On va essayer de faire un truc parfait du départ. Ouais, bien sûr, mais Mais c'est vrai qu'il y a toujours un petit peu ce petit temps de latence des fois en fin de précommande où on dit, bah, lisez les PDF et puis vous nous dites un peu ce que vous en pensez si vous voyez vraiment un truc qui vous choque. mhm. Voilà, il y a eu le cas là récemment par exemple sur un PDF d'un kit de démo où il y avait un mot mal choisi, c'est-à-dire qu'il y avait aucune coquille, mais dans la formulation, il y a eu des retours sur des forums, des choses comme ça en disant là vous avez été maladroit, vous faites une comparaison un petit peu hasardeuse. Voilà, bon je citerai pas ni le jeu ni la comparaison, mais c'est bien d'avoir ces retours là Ouais, aussi, bien même sûr. si on est prêt à imprimer, d'avoir au dernier moment de se dire attention, là on a parlé de tel sujet, c'est un peu touchy. Mhm. C'est vrai qu'on a eu des retours comme quoi la formulation était pas glop, on va changer ça vite fait et comme ça le livre sera encore mieux, pourquoi pas. Mais voilà, donc le premier argument massu, c'est quand vous souscrivez, vous avez le PDF. Et ça déjà, ça vous évite d'avoir cette frustration de ne pas pouvoir jouer à ce que vous avez acheté. Avec le PDF, vous pourrez directement jouer. C'est vrai que... Vous pouviez déjà jouer avec le kit de démo qui sortira dans pas trop longtemps, mais ça sera encore mieux du coup. Mhm. Le deuxième argument massu, c'est le livre, il est dans pas longtemps. Vous aurez la version papier, normalement, bah, on va dire un temps d'impression en France ou en Europe, parce moi personnellement, la Chine, c'est quelque chose qui me pose un petit peu des problèmes éthiques, même si j'ai rien contre la République populaire de Chine, mais c'est loin, les cargos sont très polluants, les Ouais, conditions de travail sont potentiellement incertaines. c'est tout à votre honneur. Voilà, donc on va essayer de rester France ou Europe, les devis sont en cours. Donc théoriquement, t'envoies les PDF, on va dire dans les 2-3 mois, t'es prêt à livrer quoi. Hein, Ouais. voilà, donc ça serait cool. C'est le deuxième argument massu. Le troisième argument massu, c'est que ben voilà, tu reçois ton PDF pendant la souscription, tu as pu discuter en amont, tu as eu le kit de démo, tu as eu les actual play, tu sais ce que tu achètes. Voilà, Mhm. donc tu as déjà un très bon aperçu de l'Armande, tu sais ce que tu achètes, et donc ben, moi à partir de là, tu aimes ou tu aimes pas, je force pas les gens à aimer l'Armande, mais tu peux pas dire ah bah oui mais j'avais souscrit à un machin où il y avait des Ouais. schtroumpfs et finalement les schtroumpfs ils sont tout maigres et ils font des étincelles. C'est ça. Mais du coup, concrètement, avec cette précommande, qu'est-ce qu'on achète? Alors, en termes de gamme, avec Mnemos, on a Ouais. convenu pour l'instant d'avoir un pack de base, on va dire. Ce pack de base, il est composé de 2 livres et d'un kit écran. Le premier livre, c'est vraiment le livre qui vous suffit à faire du jeu à mission sans trop aller creuser les arrières salles de l'Armande. D'accord. Vous avez tout ce qu'il faut pour créer vos personnages, vous avez les règles du jeu, vous avez le setting du souffre-jour, vous avez un scénario d'introduction et vous avez on va dire un atlas, on va dire un espace qui s'appelle les cahiers gris. Mhm. Vous allez avoir les cahiers gris des peuples où en 3 pages, vous allez à chaque fois avoir des informations sur les lutins, sur les fées noires, sur les minotaures, quels sont leurs enjeux ludiques, avoir de l'idée de scénario qui germe à la lecture de ces 3 pages sur chacun de ces thèmes. Vous allez avoir un cahier gris sur les magies, développer davantage les magies, les effets qu'elles produisent, les intrigues pour l'appropriation de cette magie, Mhm. voilà. Et vous allez en avoir évidemment sur les royaumes pour me dire, ben moi finalement, j'ai bien compris votre histoire de petite porte. Maintenant, l'Orgol, ça va bien 5 minutes, j'ai envie d'aller faire voyager mes gens. Ben, j'ai envie d'aller dans les terres veuves. J'ai quelques pages sur les terres veuves qui me permettent de voir comment ça se passe là-bas, les enjeux, la société, etc., etc. Mhm. Voilà, ça c'est le livre de base. Avec ça, déjà, vous pouvez faire des missions pendant, je pense, des années et des Il années. y a de quoi faire. Par contre, il vous manque quelques petits trucs, on va dire. Il manque les secrets. Voilà, il manque les secrets. Voilà, vous allez pouvoir broder autour de votre Armande, faire de la mission un peu street level ou politique, mais peut-être en n'ayant pas les divinités cachées derrière, des choses comme ça. Et Donc on sait qu'un jeu à secret sans secret, c'est particulièrement nul. voilà, ben, c'est pas réellement un jeu à secret, mais on va dire c'est un jeu qui est dense. Et donc on a voulu pareil cette histoire de petite porte. Tu Mhm. veux jouer en mission vraiment agent secret, intrigue politique, le premier livre il te suffit. Si tu veux vraiment maintenant commencer à aller chatouiller les muses, par exemple, hein, c'est joli chatouiller les muses. Euh, Faut qu'elle soit consentante. toujours, toujours, toujours. Si vous voulez aller chatouiller les muses, si vous voulez aller vous frotter, on va dire, aux forces cosmogoniques de l'Armonde, si vous voulez vraiment rentrer dans les coulisses occultes, là, il vous faudra potentiellement le livre 2. Là, dans le Mhm. livre 2, on va vous présenter un bestiaire de dissonants, des gens qui ont tellement cédé aux harmoniques qu'ils sont devenus autre chose.
Vous allez avoir des informations sur Diurne, pour ceux qui ont lu les romans, hein, voilà, Diurne étant l'un des éternels qui a commandé à l'Armonde au temps des origines. Et ratez pas notre vidéo sur l'univers, on vous parlera de tout ça. Voilà, exactement. Voilà, vous allez avoir la présentation de qu'est-ce que sont les muses, puisque les muses, elles existaient dans la Gone, mais elles sont aussi citées dans les romans, donc on a pu récupérer les muses et faire notre version des muses. Tu vas avoir d'autres éléments un petit peu plus gameplay, on va dire, sur par exemple, toi tu es un agent, on parlait des dissonances, peut-être qu'à force de te frotter à des dissonances, tu vas toi-même te retrouver contaminé. Dans les romans par exemple, on a Pénombre qui se retrouve pestiféré de l'âme. Voilà, qu'est-ce que c'est et comment on le gère, voilà. Comment tu peux devenir un professeur? Tu travailles pour un collège, dans un collège il y a des professeurs, est-ce que tu peux devenir un professeur? Et ça c'est la première partie du deuxième livre, et la deuxième partie c'est une grande campagne. D'accord. Voilà, cette grande... Déjà comme ça. Exactement, voilà, c'est Joël Deschamps qui l'écrit. Là j'ai les premières, on va dire les V0, voilà, c'est encore mieux que ce que j'imaginais. Joël est très doué, donc normalement vous devriez avoir une jolie campagne dès la deuxième moitié du livre 2, voilà, mais ça reste optionnel. Voilà, c'est ton pack de base, si tu veux jouer, le livre 1 te suffit. Ouais. Et donc, si on parle d'une précommande, donc pas d'un financement participatif, donc ça veut dire qu'à partir du moment où on souscrit à la précommande, on est sûr d'avoir ces 2 livres, l'écran, et c'est pas des paliers à débloquer, ce genre de choses. Non, c'est pas des paliers à débloquer, et moi, donc c'est encore en réflexion sur comment on va articuler un petit peu tout ça. Bien sûr. Mais potentiellement, moi, mon idée de départ, c'est qu'il y aura pas de palier. C'est voilà, vous savez ce que vous achetez, vous l'aurez. Il y aura dans l'écran, il y aura les cartes grand format de l'Armonde, de la Cité de l'Orgol. Voilà, on va essayer de vous faire un truc un peu classe, mais on vous le donne d'entrée de jeu, et il n'y a pas ni bonne ni mauvaise surprise du finalement on n'a pas eu le deuxième signé, ou moi j'aurais bien aimé avoir la dorure. Non, on vous fait le pack. Donc comme on dit il vous plaît ou il vous plaît pas. Comme on dit en anglais, c'est du no nonsense. C'est ça, exactement. D'accord. Et admettons que ces précommandes sont un succès, j'en suis certain, et on fera tout pour. On croise les doigts. Vous avez déjà des choses en tête pour la suite de la gamme, vers où vous voulez aller? Parce que l'Orgol, c'est une porte d'entrée, il y a autre chose dans l'Armonde. Est-ce qu'il y a déjà des... Alors oui, il y a déjà plein de pistes qui sont en cours d'exploration. Maintenant, je préfère pas trop en parler pour l'instant, parce qu'en termes de licence, chaque élément doit faire l'objet d'une discussion avec les ayants droit. Et ces discussions, elles sont encore assez peu avancées, parce que légitimement, à mon nez, on faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Non, bien sûr. Sortons déjà un pack de base et vérifions si le public est attentif ou pas, et sensible ou pas au retour de l'Armonde sur les tables de jeu. Et dans un deuxième temps, on discutera de ça. Mais oui, les idées fusent, comme tu dis. Voilà, c'est même horrible, parce que au départ, on s'est dit, du coup, on pourrait faire un focus par royaume ou un focus par peuple, ou des choses comme ça. Puis finalement, tu te dis rien que le focus sur Urguement, mais moi j'aimerais bien parler de telle baronnie, moi j'aimerais bien faire ci. Et finalement, tu te rends compte qu'on a un potentiel infini, quoi. Exactement, le monde se prête à ça, mais au moins, comme ça on sait, pour les éventuels intéressés, que c'est pas une gamme close et qu'il y a potentiellement davantage de choses, choses qui peuvent arriver. Nous, on a attendu pendant 20 ans, on a très envie d'en parler pendant 20 ans. Hein. Voilà, donc il tient que aux gens qui nous regardent de faire durer ça 20 ans de plus. Exactement. Et 20 ans de plus ensuite encore. Superbe. Bien, je crois qu'on a fait un bon tour de tout ça. Ça paraît pas mal, surtout qu'il faut, comme tu dis, en garder pour la suite. Il faut en garder pour la suite. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu aimerais rajouter de ton côté de ce petit entretien qu'on a eu les deux? Oui et non. Il y a un truc dont on n'a pas parlé, parce qu'on parlait de la façon dont cet univers me tient à cœur. Ouais. Moi, c'est vraiment un univers que je trouve exceptionnel, et que j'ai vraiment envie de partager avec tout le monde. C'est même pas une question tu parlais de gamme fermée, voilà, c'est même pas une question de gros coups ou d'orgueil ou quoi que ce soit. Moi, c'est un univers que je trouve vraiment exceptionnel et que j'ai vraiment envie de partager avec vous. Pour la petite anecdote, j'ai rencontré ma femme à une table d'Agone. Wow. Et mon premier cabinet vétérinaire portait le nom d'un de nos personnages des Royaumes crépusculaires. Super. Donc vraiment, il y a une espèce de fusion entre mon imaginaire et l'Armonde.
qui fait que vraiment j'ai très envie de voir plein de gens partager ça avec nous et venir balader avec nous dans les ruelles de l'Orgol et ailleurs, quoi. Et c'est un plaisir de partager ça avec toi. Il y a quelques personnes qui nous rejoindront pour parler de l'univers, qui, comme moi, ont, je pense, l'entièreté de leur vision et de leur parcours holistique façonné par Agon. Donc on va avoir encore de longues discussions de passionnés d'Agon en essayant de les rendre accessibles pour tout le monde. Les autres rendez-vous, du coup, avec toi sur notre chaîne, ça va être une vidéo, on l'a mentionné à plusieurs reprises, sur l'univers, qu'on essaiera de rendre pas trop longue et digeste, Non, on va ne essayer. pas trop se perdre dans les méandres de l'Orgol. Également une vidéo qui va parler des règles, parce qu'on parle d'un jeu de rôle hein, quand Exactement. même, et un actual play avec quelques participants qu'on va découper en quelques épisodes qui sortiront les uns après les autres, mais plein de contenus intéressants pour que les gens puissent vraiment se faire une idée de ce que Pénombre propose, la proposition de jeu, qu'est-ce que l'univers et comment on y joue. Et je crois que ça s'annonce assez passionnant, assez intéressant. Et On devrait passer un bon moment. on va passer des très belles heures ensemble. Des heures qu'on espérera passer aussi avec vous en tant que fidèles spectateurs. J'espère que déjà cet entretien vous a donné envie de connaître un peu mieux Pénombre, connaître un peu mieux Ether Labs avec le futur de cette toute jeune maison d'édition. Et il me reste à vous remercier de votre attention et vous souhaiter de nous retrouver bientôt sur une autre vidéo. Merci beaucoup.